Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous donne mon avis sur les 8 romans que j'ai lus pendant le mois de septembre. Et pas de bande dessinée ce mois-ci. L'envie n'était pas là, tout simplement. Donc, 8 romans. Alors, commençons tout de suite. Je vous les présente dans l'ordre où je les ai lus, tout simplement. Alors, j'ai commencé par La Lune dans un HLM, écrit par Marie-Cécile Labrèche et publié aux éditions Boréal. Alors ici, c'est particulier parce qu'on a des chapitres où on est dans le fictif avec le personnage de Léa qui a 23 ans et qui rêve de devenir la plus grande peintre du monde. Mais malheureusement, elle va un peu devoir mettre son projet de côté parce qu'elle doit s'occuper de sa maman. Parce que, en fait, avant, c'était sa grand-mère qui s'occupait de sa mère, mais sa grand-mère est décédée et donc Léa va devoir prendre beaucoup plus de place dans la vie de sa mère parce que sa mère, en fait, elle est très fragile au niveau de la santé mentale. Elle ne peut pas s'occuper d'elle toute seule. Donc, on comprend que la mère va être... C'est très lourd dans la vie de Léa. Et donc oui, je vous disais qu'on a des chapitres où on est dans le fictif avec ce personnage de Léa, mais on a aussi des chapitres où on lit les lettres de Marie-Cécile Labrèche à sa mère. Et on comprend à travers ces lettres-là que finalement, l'histoire de Léa, c'est un peu son histoire. Elle a vécu la même chose avec sa mère. Et d'ailleurs, toutes les petites anecdotes, si on veut, qu'on nous raconte sur Léa, ça vient de la vie de Marie-Cécile Labrèche. Alors, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Une plume très directe, très crue, même malaisante parfois, parce que le portrait qu'elle nous fait de sa mère, c'est vraiment très, très peu flatteur pour sa mère. Donc, des fois, là, il y a des passages où on lit, puis je me sentais presque mal à l'aise de lire ça, sachant que on était dans les chapitres où on est dans la vraie vie de l'autrice. Par contre, cette autrice a aussi un bel humour, une belle folie qui vient mettre un peu un baume, si on veut, sur l'écriture très crue et directe. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé sa plume. Par contre, j'ai peut-être été un peu moins emballée, je dois dire, par l'histoire de ce livre. J'ai eu l'impression d'embarquer dans un bateau et ramer avec Léa, avec Marie-Cécile Labrèche, mais de jamais avancer ou même de reculer. Tu sais, c'est vraiment du surplace du début à la fin. Je comprends totalement que ça puisse être la réalité, hein, tu sais, je pense que le personnage de Léa, l'autrice, le fait de devoir s'occuper de leur mère, en fait, c'est normal que, je pense que oui, c'est du surplace, on peut pas avancer dans les autres sphères de sa vie, on est toujours un peu pogné avec sa mère, donc je le comprends, que c'était le réel, mais il reste que en tant que lecteur, comme lecture, ce livre est quand même un petit peu lourd. D'ailleurs, il fait seulement 250 pages et j'avoue qu'à la fin, là, j'avais un petit peu hâte d'en sortir. Je pense que, pas juste je pense, l'autrice nous le dit carrément dans le livre, que écrire ce livre, c'était vraiment un exercice très libérateur pour elle. Mais moi, comme lectrice, on dirait que c'est tellement personnel, en fait, qu'on dirait que je me sentais un petit peu externe à tout ça. Remarquez que pour quelqu'un qui a peut-être vécu la même chose ou qui vit présentement ce qu'a vécu Marie-Cécile Labrèche ainsi que le personnage de Léa, j'imagine que pour vous, ça va sûrement faire résonner davantage des cordes sensibles en vous, mais pour moi, on dirait que je suis un petit peu restée externe à tout ça, puis j'ai trouvé ça un petit peu lourd à lire, je dois dire. Mais quand même, une bonne lecture et j'ai franchement envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Ensuite, je suis allée dans quelque chose de beaucoup plus léger, quoique. En fait, j'ai lu Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Alors moi, j'ai l'édition Pocket Jeunesse. Alors ici, on est avec le personnage d'Eleanor qui est en fait une nouvelle à son lycée.
Et donc, on va assister à la rencontre entre ces deux personnages. Et au départ, le regard que va porter Park, le premier regard qu'il a vers cette fille, c'est un regard plutôt dédaigneux parce que, elle est rousse, très décoiffée, elle est un peu ronde, elle est vraiment, mais vraiment mal habillée. Donc, il la regarde la première fois puis il fait « Oh my God, que c'est ça, tu sais? » Et finalement, les deux vont apprendre à se connaître et finalement, le regard de Park va complètement changer. Et il va avoir une belle romance entre ces deux personnages, mais une romance un petit peu difficile parce que le personnage d'Eleanor a une situation familiale qui n'est pas rose du tout. Donc son beau-père est vraiment un être très méchant. Sa famille est très pauvre, donc ça explique un peu la raison pourquoi elle est si mal habillée. Et elle ne mange pas à sa faim. Elle n'a pas le droit, elle est interdite, on lui interdit de faire plein de trucs, elle n'est pas libre en fait. Et bref, Park va un peu aider Eleanor à se sortir de tout ça, mais c'est ce qui fait que la romance sera pas facile entre les deux. Alors, moi j'ai pas souvent envie de lire des young adults, mais quand l'envie me prend, Rainbow Rowell fait exactement ce que j'ai envie de retrouver quand je veux lire un livre jeune adulte, c'est-à-dire que je replonge moi-même à l'adolescence comme nos personnages. Je ne vous l'ai pas dit, hein, je pense qu'ils ont 15-16 ans. Donc la vieille madame de 40 ans, on dirait qu'elle a 16 ans à nouveau quand elle lit du Rainbow Rowell. Et tu sais, elle a ce don, l'autrice, de nous raconter des petits moments tout simples, mais qui sont tellement extraordinaires en même temps. Exemple, ce moment où Park va prendre la main de Eleanor pour la première fois dans l'autobus scolaire. Oh, je vous le dis, là, puis j'ai des frissons. C'était tellement magnifiquement décrit. Je me sentais dans un début de romance moi-même à 16 ans. Bref, je suis heureuse, tout simplement, quand je lis quand je lis ces livres. Je dis ça comme si j'avais lu tous ces livres. C'est seulement mon deuxième livre de l'autrice, mais j'avais aussi ressenti ça quand j'avais lu Fangirl l'année passée. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'on a deux personnages très ordinaires. Ils se perçoivent comme des gens très ordinaires, tu sais. C'est pas les meilleurs en aucun sport, c'est pas les plus beaux de l'école, c'est pas les meilleurs au niveau académique non plus. Tu sais, ils sont pas meilleurs dans rien. Mais finalement, dans les yeux de l'autre, ils vont devenir extraordinaires. Tu sais, dans les yeux de Park, Eleanor, elle est extraordinaire et vice-versa. Et ça, je trouve ça beau. C'est juste tellement beau. Une belle histoire. Tu sais, c'est pas le livre qui va me marquer à jamais. Je pense pas que je vais vous en parler dans mes coups de cœur de l'année. Mais vraiment, au moment où je l'ai lu, ça m'a rendue heureuse, tout simplement. Et je dis tout simplement, mais juste ça, c'est extraordinaire. Donc, un beau moment de lecture. De mon côté, si vous aimez les young adults, à mon avis, c'en est un très bon. Alors, le prochain livre, là, je me suis tournée vers un classique. J'ai lu Les 4 filles du Dr. March de Louisa May Alcott. Alors moi, j'ai l'édition Gallmeister. D'ailleurs, parlant d'édition, je me questionne parce que sur Goodreads, je cherchais mon édition. Je ne l'ai jamais trouvée, mais ça, c'est pas grave. Mais là, je me suis aperçue qu'il y a des milliers d'éditions de ce livre. C'est normal, c'est un classique. Mais il y avait la plupart, en tout cas, plusieurs des éditions que je voyais faisaient toutes 300, 350 pages, alors que moi, mon édition fait plus de 600 pages. Et c'est pas parce que c'est aéré, là. Non, là, c'est des belles grosses pages pleines. Donc, est-ce qu'ils ont fait une version simplifiée de ce livre? Parce que, il me semble que j'ai jamais entendu personne dire « J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 des 4 filles du Dr. March ». En tout cas, je sais pas. Petite question en passant, vous pouvez m'y répondre si ça vous tente en commentaire. Mais bref, moi j'ai la très grosse édition et honnêtement, j'aurais préféré l'édition de 300 pages. Premièrement, l'histoire. On est avec 4 jeunes sœurs qui sont toutes très différentes les unes des autres. Elles ont toutes une personnalité très très marquée, très différente. Et on est dans des temps difficiles, on est en pleine guerre de sécession. D'ailleurs, le papa est parti à la guerre et on a 4 jeunes filles ainsi que la maman. Elles sont inquiètes, elles ont peur de ne jamais revoir le papa.
Et ben, c'est difficile financièrement également, hein. Les deux aînés sont obligés de travailler, puis c'est pas un travail qu'elles aiment ni une ni l'autre. Et donc, on a 4 jeunes filles qui sont un peu peinées de ne pas avoir les moyens de s'offrir tout ce qu'elles désirent. Et ben, on va connaître la vie de cette belle famille. Alors, ce livre-là, c'est fou comme mon avis a changé tout au long de ma lecture. C'est-à-dire que au départ, là, j'étais tellement enchantée. Là, je me disais, oh, un 5 étoiles, ça va être malade! Parce que je suis rentrée là-dedans, là, je trouvais que c'était tellement une belle ambiance chaleureuse. Là. Tu sais, il me semble, je me voyais lire ce livre dans une doudou à côté du foyer. Malheureusement, j'ai pas de foyer, fait que puis c'était l'été, fait que il y avait pas de doudou non plus. Mais bref, j'aimais l'ambiance, j'aimais tellement les personnages, les 4 jeunes filles, surtout le personnage de Jo qui est un peu une féministe avant son temps. Quel beau personnage! Alors vraiment, je me sentais comme si j'étais assise dans le salon avec la famille March. Les personnages sont tellement vivants. Donc, je tripais. Et là, finalement, plus j'avançais dans la lecture et plus le petit côté... il y a un petit truc qui m'a un peu agacée tout au long de ma lecture, c'est que dans ce livre, il y a beaucoup de petites morales. Je connais pas l'histoire de ce livre, là, je suis pas la meilleure pour... j'ai pas fait mes recherches, là, mais j'ai comme l'impression que à l'époque, ce livre était sûrement destiné aux jeunes filles pour un peu leur montrer les bonnes valeurs, les bonnes manières à avoir dans ce monde, parce que vraiment, là, à chaque petit événement, on a toujours la maman qui vient faire sa petite morale à la jeune fille pour montrer, ben c'est ça, les bonnes valeurs à avoir dans la vie. Et c'était pas vraiment grave, mais ça donnait un ton un peu bon enfant à ce livre qui, moi, dans mes goûts de lectrice, j'aimais un peu moins ça. Mais tu sais, c'était pas si pire. C'est-à-dire que mon 5 étoiles est peut-être descendu à un 4 étoiles. Hein, c'est pas si mal. Mais là, ce qui m'a tué, bon, tué, le mot est un peu intense, c'est que la deuxième partie du livre, parce que oui, mon livre est divisé en 2 parties. D'ailleurs, c'est peut-être ça l'histoire, là, peut-être que l'édition de 300 pages, c'est juste la partie 1, je sais pas trop. Mais la deuxième partie, on est avec nos 4 jeunes sœurs, commencent à voler de leurs propres ailes, débutent leur vie de jeunes adultes. Et à partir de là, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais je n'avais plus aucun intérêt. Je m'ennuyais, là, mais à mourir. Et la deuxième partie, c'est quand même la moitié du livre, là, donc c'est un peu plus de 300 pages. Ah, j'ai même pas assez proche de l'abandonner. Puis là, je me disais, voyons, tu peux pas abandonner. Tu tripais ta vie au début du livre. Puis c'est quand même les 4 filles du Dr. March. Faut que tu lises ça jusqu'à la fin. Donc oui, je me suis rendue à la fin, mais que j'ai trouvé ça long, la deuxième partie. C'était tellement plate. Je m'excuse, je parle quand même d'un beau classique, mais voilà. Donc, ça a vraiment fait, moi, mon avis pour ce livre, ça a vraiment fait... Wouh! C'est ça. C'est ça qui est ça. Mais je suis quand même j'allais dire, je suis quand même capable. Je suis quand même contente d'avoir lu ce beau classique. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. Je le répète, très très beaux personnages. Alors, ensuite, j'ai les 2 prochains livres font partie de la rentrée littéraire, donc 2 nouveautés. J'ai lu premièrement Les liens artificiels, écrit par Nathan Devers et publié aux éditions Albin Michel. Alors ici, le livre, oh my god, ça commence fort, les amis, parce que notre personnage principal, Julien, va ouvrir un espèce de, je sais pas si c'est un compte Facebook ou, je sais pas, il ouvre une plateforme quelconque, là, et il va se suicider en direct devant les gens qui le regardent sur Internet. My God! Et c'est encore plus effrayant à lire quand tu sais que ça existe pour vrai. Ça me donne des frissons dans le dos juste d'y penser. Mais bref, le livre commence comme ça. Et immédiatement après, par contre, on va retourner un peu dans le passé, peut-être 1 an ou 2 avant ce suicide. Et on va apprendre à connaître le personnage de Julien, justement. On apprend que c'était un professeur de musique qui l'a eu très difficile pendant la période coronavirus et qui a commencé à devenir complètement accro aux écrans. Hein, il faisait ça à longueur de journée, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc.
Et il va aussi vivre une rupture amoureuse. Bref, ça va pas très bien dans sa vie. Et là, jusqu'au jour où il découvre un jeu qui s'appelle l'Antimonde. En fait, ce jeu-là nous permet, c'est comme une copie du vrai monde, là, de la planète Terre, qui nous permet, en fait, les gens peuvent créer leur avatar et vivre une deuxième vie, hein, dans un autre monde. Et ben, c'est la possibilité de réaliser des rêves qu'on n'a peut-être jamais vécu dans sa vie réelle. Et là, ben, notre Julien, en fait, sa vie virtuelle va devenir plus importante que sa vie réelle. Et donc, voilà. Voilà pour l'histoire. Alors, bon, premièrement, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Nathan Devers. C'est extrêmement fluide. J'ai beaucoup aimé l'idée derrière l'histoire, hein, parce que vous comprenez qu'à travers cette histoire, l'auteur dénonce une situation réelle. Hein. Et ce que j'aimais par contre, c'est que ce n'est pas à aucun moment, ce n'est pas du tout moralisateur. On sent pas qu'il nous fait la morale à travers cette histoire pour nous dire « Oh, Internet, les réseaux sociaux, c'est le mal! » Non, pas du tout, c'est pas moralisateur. Par contre, évidemment que c'est une prise de conscience. Ça amène beaucoup de réflexion, évidemment. Et je trouve que vraiment, il le fait très bien à travers cette histoire. On comprend vraiment bien son intention. Par contre, l'histoire, tu sais, j'aimais l'écriture, mais l'histoire, je l'ai trouvée plutôt ordinaire, honnêtement. Tu sais, il me manquait quelque chose Il manquait quelque chose pour qu'il se soit captivant. Et voilà, j'ai trouvé l'histoire plutôt... L'idée de départ était bonne, mais finalement, c'est très ordinaire. Ouais, c'est très ordinaire. Mais sinon, c'est ça. J'ai beaucoup aimé comment il écrivait. Et c'est vrai, ce que j'aimais particulièrement, c'est que dans certains passages, l'auteur, il y a une espèce d'humour un peu cynique où on sent qu'il se fout un peu de la gueule de certaines situations de la vie. Et vraiment, c'était dans ces passages-là un peu cyniques que moi, je le préférais. C'était mes passages préférés. Et je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, malheureusement. J'en aurais voulu plus de cette espèce d'humour cynique qu'on retrouve dans ce livre. Donc voilà, c'était quand même un bon moment de lecture. Tu sais, je dirais peut-être 3,5 étoiles pour ce livre, pour ma part. Le prochain livre, là je pense pas qu'on... Non, c'est pas un roman, je dirais peut-être plus un récit. Alors, Vivre vite, écrit par Brigitte Giraud et publié aux éditions Flammarion. Alors ici, l'autrice revient un peu plus de 20 ans en arrière et elle nous raconte un peu les événements qui ont précédé l'accident tragique qui... en fait, son mari est mort dans un accident de moto. Et là, elle revient justement dans le passé et le livre est construit avec des chapitres tous intitulés avec un « si ». Donc, bon, là, je suis tombée sur un au hasard, là. « Si j'avais accepté que notre fils parte en vacances avec mon frère ». Chapitre 7, chapitre 8. « Si mon frère n'avait pas eu un problème de garage ». Chapitre 9. « Si je n'avais pas changé la date de mon déplacement chez mon éditeur à Paris », etc., etc. Mais tous les chapitres commencent avec un « si ». Donc, tu sais, un livre rempli d'hypothèses, un livre très personnel, même que, c'est drôle, hein, ça va ressembler un peu à ce que je vous ai dit pour le premier livre avec Marie-Cécile Labrèche. C'était tellement personnel comme histoire, et je sentais ici aussi que l'autrice le fait pour se libérer peut-être de quelque chose qui la hante depuis plusieurs années, mais moi, c'est drôle, comme je vous ai dit tantôt pour le premier livre, je me sentais un petit peu externe à tout ça. J'avoue qu'encore une fois, pour quelqu'un qui a vécu ce deuil, ben peut-être que vous allez davantage vous retrouver dans ce livre. Par contre, c'était pas du tout une mauvaise lecture. Non, franchement, j'ai aimé ça, surtout pour l'écriture de l'autrice. My God, qu'elle écrit bien. Et je disais que je m'étais peut-être pas retrouvée parce que j'ai jamais vécu ce qu'elle a vécu et j'espère ne jamais le vivre d'ailleurs. Mais j'ai quand même pu m'y retrouver parce qu'à travers tout ça,
On a le quotidien d'une femme, on a le quotidien d'une maman. Et donc, je me retrouvais quand même à travers cette histoire et vraiment, il y avait des passages, vous savez, ce genre de livre où tu lis un paragraphe puis tu fais, tu sais, je m'arrête là, je devais m'arrêter et le relire parce que je me disais, mon Dieu, c'est ce que je ressens moi-même, mais j'aurais jamais été capable de l'exprimer aussi bien. Tu sais, cette sensation que l'autrice rentre dans ma tête pour expliquer des trucs que moi-même je sens, mais mieux que moi, tu sais. Donc vraiment, là, il y avait plein de passages que j'ai trouvés magnifiques. Par contre, si j'en parle à un niveau plus global, dans son entièreté, c'est un livre que, tu sais, j'ai trouvé bon, mais sans plus. Donc, un peu, je vous dirais que ce livre-ci aussi, je lui donnerais peut-être 3 étoiles et demie. Mais juste pour l'écriture, là, je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre. Le prochain livre, c'est un livre, là, ça fait un petit bout que je l'avais dans ma bibliothèque, puis je me suis dit, si tu le lis pas là, Cindy, tu le liras jamais. Parce que c'est un livre, de par la couverture, il me semble que j'aurais pas sorti ce livre-là cet automne, je l'aurais pas sorti cet hiver, fallait que je le lise cet été, donc là, c'était le moment où jamais. J'ai donc lu En route vers Nowhere de Sophie Lorrain et publié aux éditions Urtubise. Alors ici, on est avec Sarah et Sébastien. Ils se connaissent depuis qu'ils ont l'âge de 10 ans. Et alors qu'ils ont 21 ans, Sébastien va offrir à Sarah de partir dans un road trip, donc de partir à travers la province de Québec en ne sachant absolument pas où ils vont. Et Sarah va accepter et on va donc vivre leur road trip. Et la manière dont ce livre est construit, c'est qu'on alterne. On a un chapitre où on est dans le présent, dans ce fameux road trip, et on a des chapitres où on retourne dans le passé. Donc, on nous raconte comment ils se sont rencontrés justement à l'âge de 10 ans, et vous savez, tranquillement pas vite, le passé va rejoindre le présent. Alors, ce livre... Non, c'est ça. Je vais m'arrêter là pour le résumer. Je sais que ce livre a vraiment beaucoup plu à plein de gens. Ça a eu son beau succès au Québec. Alors, j'avais quand même des attentes, même si je savais que c'était pas mon genre de prédilection. Et finalement, j'ai tellement été déçue de mon côté. Je sais pas pourquoi. En fait, ouais, je vais essayer de vous l'expliquer pourquoi. Il y avait plein de petits trucs qui me gossaient et qui manquaient de cohérence, je trouvais. Donc, premièrement, le personnage de Sarah, là, pendant tout le road trip, est tout le temps gênée, est tout le temps mal à l'aise devant Sébastien. Elle a toujours peur comment il va réagir face à ça. Puis là, moi, ça marchait pas en partant, puis je me disais, voyons, on vient pas de nous vendre une super belle histoire d'amitié, une fille et un gars qui se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans, super chummy. Veux-tu même dire pourquoi t'es mal à l'aise puis gênée tout le temps? Ça m'énerve! Donc, ça me gossait. Hein, tu vois-tu que ça me gosse? Mon Dieu, calme-toi, Cindy, là, c'était pas si pire que ça non plus, là. Je m'enflamme des fois pour des détails complètement bénins. Mais ensuite de ça, l'autre chose, c'est que au tout début du livre, Sarah va dire justement à sa colocataire, je m'en vais en road trip avec Sébastien, puis là, sa colocataire de répondre, il va se passer des choses entre vous. Et là, Sarah a dit, non, on est gang des amis, c'est juste ça. Puis là, après ça, fait que là, moi, dans ma tête, là, c'était 2 amis. Hein? Je le répète, je pensais que c'était 2 bons amis. Et là, finalement, quand on retourne tout le temps dans le passé, là, j'ai fini par me rendre compte, elle a toujours tripé sur Sébastien. Elle n'a jamais eu le guts de lui dire, puis il y a eu plein de trucs qui ont fait en sorte que elle pouvait pas lui dire, tu sais, à un moment donné, il se fait une blonde, elle se fait un chum, etc., tu sais, le fameux timing. Mais il reste qu'elle a quand même tout le temps trippé sur lui, là. C'est clair et net, là. Elle dit elle-même, à un moment donné, au bal de finissant, je l'aime. Donc là, pourquoi, quand on est dans le road trip, à un moment donné dans le livre, on a un peu cette espèce de révélation de schnout, où elle dit « Oh, je suis amoureuse de Sébastien. » Moi, j'ai cassé à ce moment-là. J'ai dit, ben voyons, tu le sais depuis le début. Et on nous le dit dans les chapitres où on revient dans le passé. Donc, voilà. Là, vous devez vous dire, Cindy,
tu as 40 ans, tu lis une romance entre deux personnages qui ont 21 ans, c'est normal que ça t'énerve peut-être. Oui, vous avez peut-être un peu raison, j'étais sûrement pas le public cible, mais il reste que ça m'arrive d'aimer des romances avec deux jeunes. Ben d'ailleurs, ça a été le cas pour Eleanor and Park. Mais dans ce cas-ci, tout le roman touche à la relation entre les deux personnages, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui entoure ça. Il n'y a, y a pas de sauce autour, il n'y a pas de gravy, il n'y a rien. Juste la relation entre les deux personnages. Et donc, moi, là, je connais rien de Sarah, je ne connais rien de Sébastien. D'ailleurs, Sébastien, quel personnage absent. À part que de faire des petits regards une fois de temps en temps, là, il la regarde, puis elle se... Hey, mais comment ça qu'il me regarde comme ça? Mais c'est parce qu'il tripe sur toi, la grande. À part ça, là, sérieux, je connais rien de ce personnage, donc il n'y a aucune profondeur autour des personnages. Bref, vous comprendrez que ça a été une grosse déception pour moi. J'ai vraiment trouvé que la recette de ce livre, une recette qu'on a vue 1001 fois, j'ai trouvé que ici c'était fait de manière très très simple, voire faible. J'étais un petit peu sévère, hein? J'étais un petit peu sévère parce que, quand même, est-ce que je me suis emmerdée? Est-ce que c'était plate? Non. Non, pas du tout. C'était très loin d'être plate, très loin d'être pénible, mais j'ai trouvé que c'était faible. Mais là, ne vous arrêtez pas à mon avis parce que, comme je vous ai dit, ce livre a plu à plein de lecteurs. Donc, si vous vous retrouvez dans ce résumé, ben, allez-y, essayez-le, il n'y a pas de problème. Ben, il n'y a pas de problème. Comme si j'allais vous interdire de lire des livres. Le prochain livre, j'ai lu Stardust de Neil Gaiman, publié aux éditions J'ai lu. Alors ici, on est... c'est pas évident à faire comme résumé. Alors, il y a le village de Wall et il y a une espèce de muraille infranchissable et de l'autre côté, il y a le pays des fées. Et notre personnage principal, Tristan, va promettre à la fille qu'il aime qu'il va aller... Parce qu'il y a un moment donné où les deux discutent ensemble, puis ils vont voir qu'il y a une étoile filante qui tombe de l'autre côté du fameux mur. Et là, il lui promet qu'il va aller chercher l'étoile et lui rapporter. Et en échange, elle lui promet qu'elle fera tout ce qu'il veut. Alors, il part et c'est une aventure en fait. Et cette fameuse étoile, finalement, s'avère être une jeune fille, donc une fille du même âge que Tristan, donc une fille étoile. Et donc voilà, il va essayer de rapporter l'étoile à sa bien-aimée. Et on va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas le seul à vouloir capturer cette jeune fille étoile. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour le résumer. Alors, ce livre, pour un livre de fantasy, et en tout cas, ouais. Est-ce que je commence par ça? Bon, pour un livre de fantasy, honnêtement, je l'ai trouvé quand même pas pire. J'ai pris un certain plaisir et je vous dirais que c'est surtout grâce au personnage de Tristan. Je le trouvais tellement niaiseux. En fait, bon, pour être plus poli, il est vraiment naïf, là, tu sais. D'ailleurs, je dis sa bien-aimée, mais la fille, elle l'aime pas pantoute, là, puis elle rit carrément de lui, là, quand il dit « Va chercher l'étoile, rapporte-moi-la, puis je vais faire tout ce que tu veux », mais elle rit en pleine face, elle sait très bien qu'il rapportera jamais une étoile, tu sais. Et lui, il part, là, puis on va chercher l'étoile. Je sais pas, j'ai aimé ce personnage. Il m'a fait rire. Et sinon, ça se lit vraiment bien, là, tu sais, il y a des aventures, il se passe toujours quelque chose. Donc, franchement, tu sais, j'ai bien aimé. Mais là, je vous apprends aujourd'hui que ce livre était mon dernier livre de fantasy. Parce que peut-être que je suis naïve, moi aussi, tout comme Tristan, mais depuis quelques années, je m'efforce de lire 2-3 livres de fantasy par année en me disant « un jour, je vais tomber sur un livre que je vais aimer. » Mais finalement, c'est pas les livres le problème, tu sais, j'aime juste pas pantoute le fantasy. Tu sais, exemple, là, à un moment donné, il arrive une licorne dans ce livre-là, puis à un moment donné, il y a un petit nain velu qui vient donner un fil magique à Tristan qui va lui permettre de s'attacher à son étoile. Puis moi, je lis ça, puis je sais, d'où c'est que ça
sort, ça, une licorne? Puis d'où c'est qu'il sort, ce petit nain velu-là? Mais je le sais que c'est ça, le fantasy. C'est normal. D'ailleurs, les gens qui aiment ça, je pense, c'est justement pour sortir de notre monde, puis partir dans un monde de fantaisie et de magie et de licorne, justement. Mais moi, nope, je n'aime pas ça. Et à quoi ça sert de vous dire ça? Je veux dire, c'est absolument pas pertinent comme avis. Donc là, la madame, elle a compris, ça a été long, mais voilà, c'est pas du tout de la faute du livre, hein. Mais je n'en lirai plus. Ce n'est tout simplement pas pour moi. Mais quand même, on va revenir à quelque chose d'un peu plus pertinent. Je recommande ce livre-là si vous aimez le fantasy. Et surtout si vous cherchez un livre pour débuter. Tu sais, si vous vous dites, ah, j'aimerais ça l'essayer, moi, le fantasy, je pense que je pourrais aimer ça. Ben, ce livre-là est vraiment facile à lire. C'est super accessible. Il se passe toujours des trucs, comme je vous disais. Donc, franchement, je pense que ça peut être une très belle porte d'entrée dans le monde de la fantasy. Voilà. Et maintenant, on revient à la rentrée littéraire. J'ai lu cette nouveauté qui s'appelle L'Inventeur, écrit par Miguel Bonnefoy et publié aux éditions Rivage. Alors ici, c'est difficile à catégoriser comme livre. Je pense que c'est un roman, mais en fait, on nous raconte l'histoire d'un homme qui a réellement existé, Augustin Mouchot, qui était un professeur de mathématiques qui, au milieu du 19e siècle, va découvrir l'énergie solaire. Et donc, ben voilà, on va nous raconter le parcours scientifique de cet homme, Augustin Mouchot. Alors, je trouvais l'idée de départ vraiment bonne, intéressante de nous raconter l'histoire d'un homme méconnu, parce qu'il va avoir quand même une vie un peu difficile, il va avoir ses hauts et ses bas, il va quand même connaître un peu son moment de gloire, mais ça va pas très bien se terminer son histoire. Il va devenir un peu crackpot. Ça arrive souvent, hein, je pense, dans le cas des génies. Et donc voilà, il va rester un peu quelqu'un d'inconnu. Hein. Tu sais, j'ai étudié en sciences pures, moi, au cégep, et jamais on ne m'a parlé d'Augustin Mouchot. Donc, bref, je trouvais ça intéressant de connaître l'histoire de cet homme. Donc, oui, ce livre est intéressant, mais est-ce que j'ai eu du plaisir à le lire? Pas tellement. Parce que, ben, ça manquait, pour moi, hein, vous allez reconnaître mes goûts de lectrice, mais ça manquait de romanisation. C'est un mot que je viens d'inventer. En tout cas, si ça existe, vous me le direz. Mais je pense pas que ça existe. Je restais sur ma faim, j'ai fermé le livre, je me suis dit, j'aurais voulu en savoir plus, moi, sur l'homme, et pas juste sur le scientifique. Remarquez que je suis pas sûre que l'auteur aurait pu en faire plus, parce que de ce que j'ai compris, Augustin Mouchot était un être très, très, très solitaire qui a carrément consacré sa vie à ses expériences, à ses inventions, à la science, finalement. Donc, est-ce qu'il aurait pu nous en donner plus? Pas sûr. Mais tu sais, moi, dans mes goûts de lectrice, on aurait dit que, voyons, mais ça, je prendrais une petite romance, quelque chose, là, un petit peu de roman, s'il vous plaît. Parce que, oui, lire tout un livre sur son parcours scientifique, ça m'a un petit peu ennuyée. Tu sais, je me suis dit, en fermant le livre, j'aurais pu aller ouvrir le dictionnaire Larousse, lire un petit résumé de ce qu'a fait ce fameux Augustin Mouchot, puis j'aurais été satisfaite, tu sais. Mais bon, ce livre fait seulement 200 pages, donc c'était pas très long à lire, mais c'est très bien écrit. Hein. Tu sais, si ça vous intéresse, là, allez-y. Mais si vous êtes comme moi, plus une lectrice d'histoire et de romans, ben il va peut-être vous manquer un petit quelque chose. Donc voilà qui complète mon bilan lecture du mois de septembre. C'était pas extraordinaire, n'est-ce pas? Coudonc, je suis rendue difficile. Moi, je parlais de ça avec ma mère hier. Je sais pas ce qui m'arrive cette année, mais il semble que j'ai pas beaucoup de coups de cœur. Hein? C'est plate, ça! Fait que là, ben, j'espère que octobre, novembre et décembre seront des mois flamboyants de bonheur de lecture. Alors, ben, moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous reviens dans 2 semaines. Je sais pas sous quel format, mais comme toujours, on va parler de livres. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc, ben, merci encore. À la prochaine. Bye!